dimanche 11 novembre 2018 n'est pas qu'un simple jour célébrant la fin de la Première Guerre mondiale qui a embrassé l'Europe et le monde en 1914-1918. C'est aussi un jour de mémoire qui marque les 100 ans de l'armistice qui mit fin à la guerre, dont les conséquences résonnent encore sur le chemin de la paix. La commémoration du 11 novembre est souvent la plus fréquentée de toutes, celle qui se déroule au Pérou, et celle-ci, marquée par le centenaire de l'armistice, n'a pas dérogé à cette règle, malgré le temps. Cette célébration, placée sous la présidence de François Garret, maire des Mureaux et vice-président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise, GPSO, a eu le plaisir de recevoir le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, comme invité d'honneur. À travers ce reportage, vous pourrez revivre les moments forts de cette cérémonie, entre les remises de gerbes par les différentes associations, conseils municipaux des jeunes, des enfants, des adultes, mais aussi les allocutions de ces derniers, dont celle du maire François Garret. La cérémonie auquel vous allez participer commémore la fin de la Première Guerre mondiale. On met un caractère tout solennel et on marque le succès. Dans le cadre de la Journée nationale de l'Unie en la mémoire, elles rendent également hommage à tous les morts pour la France. Lecture du message de Monsieur le Président de la République. Garde à vous. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de perron, d'esplanades de grandes villes en place de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà réunis en ce 11 novembre, pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts,
pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à tous ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup ont perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur de 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ce combat terrible. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de la civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Par le conseil municipal des jeunes. Par l'association culturelle portugaise. Au nom des tirailleurs sénégalais. Monsieur Sambou.
souvenirs français. Par la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. Et Paul. Par l'association du souvenir français. Par l'Union nationale des combattants. Au nom des conseillers départementaux. Merde. Putain. Par Monsieur François Garret, maire des Mureaux. Par Monsieur le préfet des Yvelines.
Monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous, les enfants du conseil municipal, sommes réunis pour commémorer et honorer la mémoire de millions de soldats morts pour la France il y a 100 ans. En hommage à tous ces soldats de France, des colonies et des pays alliés. Nous allons vous lire un de leurs nombreux témoignages pour rappeler dans quelles conditions ils ont dû se battre pour que la France reste le pays libre où il fait bon vivre aujourd'hui. Extrait des carnets de guerre de Louis Barthas. Je vis arriver, venant des lignes, trois habitants des tranchées. Je les regardais avec effroi. Ils étaient couverts de boue, de la pointe des pieds, de la pointe de leurs souliers à la calotte de leur képi, comme s'ils venaient de traverser un lac de vase. Leurs mains, leurs visages, moustaches, cils, cheveux étaient également couverts de boue visqueuse. Parfois, l'un glissait, tombait et ne pouvait plus se relever. Il fallait porter secours. Écrasé sous le poids de sa charge, englué dans la boue, et perdant notre dignité, notre conscience humaine, nous n'étions plus que des bêtes de somme, avec comme elles leur passivité, leur indifférence et leur hébétude. Ce témoignage nous a fait prendre conscience de ce qu'ils ont enduré pour notre liberté. Merci de votre intention. Mercredi 29 septembre 1915. Je t'ai promis, presque solennellement, de te dire la vérité. Je vais l'exécuter. Mais en revanche, tu m'as donné l'assurance que tu aurais les nerfs solides et le cœur ferme. Je suis, depuis ce matin, dans des tranchées conquises, depuis 2 jours, où j'ai erré 3 heures cette nuit, absolument perdu. Des traces de lutte ardente, qui sont nombreuses et saisissantes. Et d'abord, elles sont plus qu'à moitié détruites par l'ouragan de mitraille que notre artillerie y a lancé. Aussi sont-elles incommodes et horriblement sales, malgré les réparations urgentes que nous y avons faites. Tout y manque. L'eau, propre ou sale, les boyaux, les latrines. Elles sont à moins de 200 mètres de la première ligne ennemie, avec lesquelles elles communiquent par des boyaux obstrués. Elles sont parsemées de cadavres français et allemands. Sans presque me déranger, j'en compte bien 20, figés dans les attitudes les plus macabres. Ce voisinage est nauséabond et fait mal aux yeux. Ce matin, à 5 heures, nous arrivons mouillés et harassés. Et j'entre dans le premier abri venu pour me détendre. J'avise une bonne planche, m'y étends, la trouve moelleuse, mais 5 minutes après, je m'aperçois qu'elle fait sommier sur 2 cadavres allemands. Eh bien, crois-moi, ça fait tout de même quelque chose, au moins la première fois. On bombarde fort tout autour de nous, et vraiment, c'est parfois un vacarme épouvantable. Déjà, je ne salue presque plus. Le mal n'est pas là, il est surtout dans le temps qui est affreux. Depuis 3 jours au moins, les rafales de pluie succèdent aux averses. Les boyaux sont des fondrières innommables, où l'on glisse, où l'on se crotte affreusement. Aussi, suis-je châle, au superlatif, au moins jusqu'à la ceinture. Mes mains sont boueuses et les resteront jusqu'au départ. Mes souliers sont pleins d'eau. Heureusement, le corps est sec, car l'air est presque froid et le ciel liquide. Autour de moi, les gens font grisouiller. Il nous faudra beaucoup de patience et de morale. Nous sommes coiffés du nouveau casque en taulier d'acier. C'est lourd et incommode, mais cela donne une sérieuse protection contre les éclats de fusion et contre les ricochets. Aussi, le porte-t-on sans maugréer. Nous avons aussi tout un attirail contre les gaz asphyxiants. Mais nous serons mal ravitaillés. Un seul repas, de nuit, qui arrivera froid le plus souvent. Cela s'explique à la fois par la longueur des boyaux et par la difficulté de parcourir une large zone découverte. La lecture de cette lettre nous rend fiers d'être les descendants de ces hommes qui, pour un grand nombre d'entre eux, ne revinrent pas, malgré les sacrifices, le courage et l'abnégation dont ils ont fait preuve dans l'accomplissement de leur devoir. Cette commémoration nous permet de manifester notre reconnaissance pour tout ce que nous leur devons.
Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs. Il y a 104 ans, les Français découvraient au fond du Tocsin et sur leurs murs les affiches annonçant la mobilisation générale du 2 au 18 août 1914. 3 780 000 hommes en métropole et dans certaines colonies vont attendre leur tour pour recevoir leur pactage et aller combattre. Les grands pays d'Europe sont alors divisés en deux groupes d'alliances distinctes. Rapidement, le système des alliances entraîne les pays de la Triple Entente, la France, l'Empire russe et le Royaume-Uni à s'engager dans la guerre contre la Triple Alliance, l'Empire d'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Grâce à la guerre, chaque pays compte assouvir ses propres convoitises territoriales, coloniales et économiques. Pendant les 4 années que va durer la guerre, les pertes humaines vont être considérables. 1914 est marqué par une avancée des Allemands aux abords de Paris. Le général Joffre forme la 6e armée, laquelle est en partie acheminée par des taxis, les fameux taxis de la Marne. La bataille de la Marne permet aux soldats français de repousser les Allemands sur l'Aisne, la Somme et la Champagne. En 1915 commence alors une guerre de position qui fait de très nombreuses victimes, sans obtenir de résultats. Les Allemands, enfreignant la convention de La Haye, utilisent les gaz contre l'armée française. Les lance-flammes font également partie de leur arsenal. La guerre devient également sous-marine. En février 2016, les Allemands attaquent la place de Verdun. Les affrontements sont terribles jusqu'en décembre, sous le tir de 10 millions de balles. Les forts de Douaumont et de Vaux sont perdus puis repris. Mais l'ennemi ne gagne pas de terrain et se heurte à un mur défensif qui fera de Verdun le symbole de cette guerre pour le sacrifice et le courage de tous ces soldats vivant dans des tranchées, dans des conditions extrêmes. Parallèlement à la bataille de Verdun est menée la bataille de la Somme, dans laquelle sont engagées 14 divisions françaises et 26 divisions britanniques. Là encore, les pertes sont gigantesques, mais les Allemands font barrage. En 1917, l'Aisne est toujours le lieu des affrontements dans la bataille du chemin des Dames. Les pertes sont énormes des deux côtés, et l'échec de cette attaque est affligeant pour les Français. Le moral des troupes est touché. Il y a des mutineries dans leurs rangs qui ne cesseront que progressivement après le remplacement du général Nivelle par le général Pétain. Cette année-là, même si les États-Unis entrent en guerre en avril, leur rôle ne sera déterminant qu'un an plus tard. Début 1918, l'Allemagne gagne sur le front russe et occupe la Pologne, l'Ukraine, la Finlande, les Pays-Bas et une partie de la Biélorussie. Les troupes allemandes quittent alors le front de l'Est pour rejoindre le front ouest et tenter d'obtenir une victoire rapide avant l'arrivée effective des Américains. Partout sur le front, la ligne est maintenue, sauf au niveau du chemin des Dames, et Paris se trouve à la portée des tirs des canons allemands à longue portée. Malgré la résistance des soldats français et la stratégie en place, les Allemands gagnent du terrain lors de la seconde bataille de la Marne. Mais la contre-attaque française les fait reculer vers le nord au risque d'être encerclés. L'avantage est alors pris par les Alliés, la Picardie est le point d'attaque des Canadiens, soutenus par les Australiens, les Français et les Britanniques, qui font reculer les troupes allemandes. Les soldats américains et français gagnent aussi du terrain dans l'offensive Meuse-Argonne. En Flandre, les Français, les Britanniques, les Belges attaquent également la ligne allemande. Les soldats allemands se rendent alors par milliers. Les soldats américains et l'évolution de l'armement permettent à la France de prendre l'avantage naval et aérien. Partout, les Alliés gagnent du terrain. Malgré cela, en Allemagne, Guillaume II refuse toujours d'abdiquer. Les manifestations pour la paix et même les mutineries se font jour dans les rangs ennemis. Enfin, l'empereur finit par abdiquer et l'armistice que nous célébrons aujourd'hui le centenaire est signé le 11 novembre 1918 à Rothen. Les séquelles physiques sont marquantes.
La population tout entière est touchée. Les destructions matérielles ont touché la France. Le paysage politico-économique mondial est bouleversé. La société est transformée. Cette guerre se termine sur une victoire pour la France et ses alliés au prix de très lourds sacrifices. Grâce au courage des soldats dans les tranchées, grâce aux avancées techniques des armes de guerre, grâce à la solidarité des pays d'Afrique et d'Asie avec qui nous avions des liens étroits et qui ont participé à l'effort de guerre. Elle se termine également grâce à l'entrée en guerre des Américains. Et il ne faut pas l'oublier, l'implication des femmes qui ont remplacé les hommes dans les champs et dans les usines d'armement. En 1918, un médecin sociologue français a écrit « La guerre relève à un peuple ses faiblesses, mais aussi ses vertus. Les soldats français, les soldats de nos colonies, les soldats des nations alliées ont montré au cours de ces 4 années les plus belles au nom de la liberté. Et c'est pour cette raison que le centenaire qui nous réunit aujourd'hui reste aussi vivace. Les années ont passé, mais notre reconnaissance et notre admiration sont toujours intactes. Dans notre commune, les pertes ont été considérables, et notamment notre monument aux morts est là pour rappeler aux générations qui passent que grâce au courage de ces hommes et de ceux qui, une vingtaine d'années plus tard, de 1939 à 1945, suivront leur exemple pour que nous continuions à vivre dans une nation libre. Nous ne pouvons rendre hommage au courage des soldats d'hier sans parler des soldats français d'aujourd'hui qui risquent leur vie au nom de la liberté et de la démocratie dans le monde. Et sur notre territoire, des milliers de soldats sont actifs ou prêts à l'être pour notre sécurité. Certains perdent la vie et leur famille est brisée. Pensons aussi à eux. Certes, nous pouvons et nous devons magnifier la paix, mais il ne faut pas laisser ignorer le mérite des soldats. Gardons collectivement à l'esprit que la nation a besoin d'hommes qui ont le sens du sacrifice suprême pour le bien commun. En ce 11 novembre 2018, 100 ans après le 11 novembre 1918, quel plaisir et quel honneur pour nous, Muriotins et Muriotines, d'avoir les hauts représentants de l'État de notre département. Je tiens à remercier Monsieur le Préfet des Yvelines. Je crois que dans l'histoire des Mureaux, un 11 novembre, c'est la première fois que nous ayons le préfet. Je tiens à remercier le directeur départemental de la sécurité publique. Bien évidemment, j'ai démarré peut-être par la police, mais je n'oublie pas non plus le colonel de gendarmerie. Et quand je dis cela, je n'oublie pas aussi que, aussi bien le directeur départemental de la sécurité publique, comme le colonel de la gendarmerie, sont deux forces importantes dans notre État, et ce sont les arbitres de la vie qui se doivent de nous faire respecter. Je tiens à remercier aussi le capitaine des pompiers, car ce sont aussi des forces, des pompiers, qui sont importantes dans notre vie et dans notre vie de tous les jours. Et souvent on oublie aussi que pendant les guerres, pendant des tas de moments, ils sont là une fois que le désastre a été fait. N'oublions pas aussi, je sais que d'autres ne connaissent pas nécessairement, je crois que c'est le capitaine de l'Oufri qui est présent, parce que pour les jeunes, c'est vrai qu'on a cette chance maintenant de ne plus être en guerre. On a cette chance que notre nature puisse être présente, bien qu'à certains moments on la détruise, et sachez que la louveterie est importante, notamment par rapport aux autres peuples, les autres peuples. N'oublions pas les peuples de la forêt, et ils sont là éventuellement pour essayer d'organiser. Alors je saluerai tous les autres. Il y a aussi des personnes qui sont en tenue ici, qui sont des militaires de réserve. Il y a aussi tout un ensemble d'institutions
personnes-là. Je sais que la Chambre de commerce, je ne vais pas les citer tous, je sais qu'aussi il y a des parlementaires qui se sont excusés, les conseillers départementaux, mais aussi des élus qui nous ont dit, vous avez le bonheur et la joie d'avoir le préfet, dommage que nos cérémonies soient à la même heure, parce que nous aurions pu tous nous réunir au Mureau, comme d'autres se réunissent en ce moment à l'Arc de Triomphe, mais nous serons beaucoup plus humbles, monsieur le préfet. Je tiens en premier lieu votre diversité, le reflet des combattants du conflit dont nous célébrons aujourd'hui le terme des combats. Cette tragédie a touché tous les corps, toutes les familles, toutes les communautés. Qui parmi nous n'a pas eu un grand-père, un arrière-grand-père, un membre de sa famille, quel que soit l'endroit où ils viennent, que ce soit de notre France, que ce soit de notre Europe, que ce soit de l'Afrique. Les précédentes allocutions et témoignages ont rendu l'indéfectible devoir de mémoire qui nous incombe. Aujourd'hui, 100 ans après, les conflits n'ont pas disparu pour autant. Ils ont évolué dans notre société. Face à la guerre des tranchées, du temps long, de la persévérance, se dresse aujourd'hui la guerre du numérique, de l'instantané, indissociable de l'internationalisation des rapports mondiaux. Volontairement, j'utiliserai un mot, cette ubérisation des conflits et des affrontements se substitue au schéma de 14-18 territorialement ancré sur les territoires européens. Cette quête perpétuelle par rapport à ce que nous souhaitons éviter, c'est celle du respect. Et bien évidemment, c'est la conclusion que je souhaiterais apporter à ces quelques mots face aux propos mémoriels qui ont été tenus. Un propos de perspective est indispensable. Nous sommes en 2018. Bien évidemment, il faut célébrer ce qu'il y avait il y a 100 ans, mais il faut aussi réfléchir à ce que nous serons demain et ce que nous pouvons être aujourd'hui et ce que nous pourrions amener à notre pays. Bien évidemment, on m'a préparé un début de discours, et vous savez que j'aime bien finir toujours sans discours. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes ces petites graines que sont le Conseil municipal des enfants. Toutes ces graines qui ont déjà germé que sont le Conseil des jeunes. Et un moment fort aujourd'hui, regardez des porte-drapeaux. Il y a des porte-drapeaux du Conseil des jeunes. Il y a un porte-drapeau, et c'est la vie. Il y a eu un petit souci. Je sais qu'il tient à être là pour continuer toute cette manifestation. Et là aussi, mesdames, messieurs, vous êtes sous la pluie. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Mais par contre, ce que je tiens à vous dire, la pluie, jamais elle n'arrive jusqu'au cœur de soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a, de toute façon, les chefs d'État qui cet après-midi vont être réunis, un ne peut pas être là, sur la paix. Mais la paix, c'est quelque chose, c'est un mot important. Et sachez, souvent, dans beaucoup d'endroits, on parle de la lumière. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques siècles, on parlait de la lumière. C'est vrai aussi que de temps en temps, les cultes parlent de la lumière. C'est vrai que, nécessairement, ceux qui ne sont pas croyants peuvent aussi parler de la lumière. C'est vrai que nous, républicains, laïcs, nous pouvons parler tous de la lumière. Et je crois que notre rôle à tous, c'est justement cette lumière que nous avons en nous, dans lequel, ce que je vous disais, la pluie ne nous atteint pas, mais par contre cette lumière, c'est à nous tous de la travailler. Et dernièrement, je lisais un texte assez surprenant sur la notion de la table. Avant, au niveau de la table, c'était un plaisir de déjeuner, de dîner ensemble. C'était un plaisir, ça s'appelait le savoir-vivre, de partager. Mais malheureusement, on ne se rend pas compte, on ne s'est pas rendu compte que le moi est devenu roi par rapport au collectif. Et c'est vrai que cette notion du moi, aujourd'hui à vous tous, à nous tous, à toutes ces graines qui sont là, c'est avant tout d'apprendre le nous. Et le nous est fondamental dans une société. Le nous, c'est pas des communautés les unes à côté des autres. Le nous, c'est pas de favoriser éventuellement
un type d'habitant. Le nous, c'est le vivre tous ensemble. Et je terminerai mon propos par rapport à cette république laïque. Il y a liberté, égalité, fraternité. C'est pour notre pays. Nous souhaiterions qu'elle soit partout dans le monde. Mais par contre, si on veut la paix, bien évidemment, il y a chacun qui a son organisation politique. Certains ont des démocraties, d'autres n'ont pas de démocratie. Et le point le plus important pour nous tous, c'est justement nous tous, les hommes et les femmes de cette terre, qui ont vu une lumière en nous, c'est comment, indépendamment des organisations qui nous sont imposées ou qu'on impose, c'est comment on travaille soi-même cette lumière pour que véritablement l'ensemble de l'humanité soit une chaîne d'union, quels que soient ses croyants, quels que soient ses non-croyants, et bâtir l'édifice de la paix. Chacun de nous est une pierre de cet édifice, quel que soit l'intérieur de la pierre, et la volonté de chaque pierre, c'est de véritablement construire un édifice qui tienne. Et pour terminer, je crois qu'il y a un mot qui est au-dessus de notre République, au-dessus de liberté, égalité, fraternité. Je crois que la paix ne peut pas se faire si nous tous, nous n'avons pas une éthique et une éducation du vivre ensemble. À nos anciens de 1918, à vous tous et à vous toutes, partageons le vent, ce vent que nous devons emmener vers un territoire. Sachons le transmettre à toutes ces graines, et j'espère que ceux qui seront là en 2118 pourront dire: nous avions peut-être une société connectée, nous avions peut-être une société du numérique, mais ceux de 2018 ont préféré le temps réflexion au temps instantané et ont voulu travailler éthique, éducation et bien évidemment en vivre ensemble. Et le vivre ensemble, il y a un très grand philosophe qui s'appelle Pierre Perret qui dit « mélangez-vous ». Voilà.